Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu 13 Days publié par Jolly Roger Games en 2016. Dans ce vidéo, on va introduire le jeu proprement puis faire un survol des règles. Nous sommes en 1962, le jour où on a passé le plus proche, les 13 jours peut-être dans la vie de notre planète, où on a passé le plus proche de la faire exploser, quand il y a eu là, cette petite tension-là qui devait être assez spéciale à vivre, je dois dire, là, que les Américains avaient spoté là, des missiles à Cuba, puis là, qui avaient amené ça aux Nations Unies, puis là, au ciboire, la chicane avait pogné solide avec les Soviets, là. Fait que, un joueur personnifie l'Américain, l'autre joueur personnifie les Soviets. C'est un jeu qui a longtemps été comparé, qui est encore comparé à ce jour à un Twilight Struggle léger. Ça se joue en 45 minutes, peut-être comparativement à peut-être 2-3 heures pour TS, dépendamment comment vous êtes habitué. Dans cette playlist-là, une grosse playlist de 2 vidéos au total. Dans cette vidéo-là, je vais faire vraiment un survol des règles, peut-être pas exhaustif, là, c'est vraiment pas un jeu qui est compliqué. Puis après ça, dans une prochaine vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous en faire ma critique. Au niveau du setup, on a un deck de 13 cartes agenda qu'on va brasser, un deck de 39 cartes stratégie qu'on va brasser. L'Américain commence avec ce qu'on appelle la lettre personnelle en sa possession. Chaque joueur a 17 cubes de sa couleur. L'Américain va en placer un en Turquie puis un en Italie. Le Soviet va en placer un à Berlin puis un dans le battleground militaire de Cuba. Les 15 autres cubes là, sont gardés dans ce qu'on appelle le supply. Le prestige commence à 0, qui est un peu l'équivalent des points de victoire ici. Puis le marqueur de ronde, on va le mettre sur 1. Là. Il y a 3 rondes dans ce jeu-là. Là. Comme je dis, ça file en un éclair. À chaque ronde, incluant la première, vous allez d'abord augmenter ce que le jeu appelle les tracks de DEFCON. Fait qu'évidemment, là, tous les prétextes étaient bons pendant ce 13 jours-là pour lancer une bombe nucléaire. Là. Fait qu'on a la track militaire, la track politique, puis la track de l'opinion du monde. Puis chaque joueur a une rondelle sur cette espèce de track-là. Puis il y a DEFCON 3 où est-ce que c'est très relax, DEFCON 2 que ça commence à chauffer, puis DEFCON 1 là, que la personne a quasiment le doigt sur le piton. Là. Fait que, au premier tour, là, vous allez tout augmenter ça de 1. Là. Le jeu est tendu de nature. Puis oui, c'est normal, les 10 ne commencent pas dans les mêmes cases pour les 2 joueurs. Là. Le jeu est tendu de nature, puis à tous les rounds, ça l'augmente de 1. Ensuite, chaque joueur va piger 3 cartes dans le deck d'agenda, puis est autorisé évidemment à en prendre connaissance de manière secrète. Les voici toute la gang. En gros, ça c'est un petit peu votre objectif secret. Une de ces 3 cartes-là va devenir votre objectif secret pour la ronde. Fait que la track de DEFCON militaire, chaque track de DEFCON revient 2 fois dans le deck. Les 6 pays, là, si on veut, là, qui sont sur la map ici, reviennent chacun une fois. Puis la personal letter est là une fois. Pour vous donner une idée de la distribution. Mais même au début, là, puis en fait, il faut toujours fonctionner comme ça. Là. Les 3 cartes que vous allez piger, vous allez venir mettre, ça c'est ici. Fait que mettons, je suis l'Américain, puis j'ai pigé le battleground politique de Cuba. J'ai pigé l'agenda de Personal Letter, puis j'ai pigé celui là, du DEFCON militaire. Je vais venir crisser mes 3 drapeaux ici pour indiquer à mon adversaire, voici les 3 cartes que j'ai pigées. Puis mon adversaire, le russe, va faire pareil. Fait que vous savez ce que votre adversaire a pigé, vous ne savez pas ce qu'il va choisir secrètement, puisque c'est la prochaine affaire qui vient. Chaque joueur, après ça, a choisi une de ces 3 affaires-là secrètement. Remet les 2 autres dans le deck face cachée, c'est bien important, évidemment qu'on ne les voit pas. Puis là, les drapeaux restent là tout au long de la ronde là, pour qu'on bluffe, puis que notre adversaire sache trop jamais qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre comme agenda ou comme objectif. Ensuite, c'est le cœur du jeu. Chaque joueur va piger 5 cartes stratégie. Les cartes stratégie ressemblent à ça. Fait que là, on tombe dans le classique card-driven game. Il y a des cartes américaines, il y a des cartes soviétiques, il y a des cartes des Nations Unies qui sont des cartes neutres. Fait que vous allez avoir 5 cartes comme ça. En temps normal, vous allez toutes les jouer, mais la cinquième, pas tout à fait pareil. Là. Puis le joueur qui est désavantagé au niveau du prestige choisit qui va commencer le tour. Puis en cas d'égalité, c'est le russe qui choisit. Fait que le russe, au début de la game, c'est lui qui choisit parce qu'on est à 0. Encore là, habituellement, c'est préférable de laisser votre adversaire commencer pour avoir le dernier mot, mais sait-on jamais, ça peut varier. Là. Puis là, dans le fond, c'est pas écrit ici, là, mais là, on va alterner en jouant chacun une carte. On va faire ça 4 fois.
Fait qu'on va jouer 4 de nos 5 cartes qu'on a en main, à toi, à moi. Quand c'est une carte de ma faction, je peux jouer l'événement ou je peux jouer les cubes. Cherchez pas le chiffre ici, c'est un nombre de cubes, ça va varier de 1 à 3. Les cubes, c'est pas compliqué, c'est soit que vous ajoutez des cubes à une place ou vous enlevez des cubes à une place. Et j'ai bien dit une place. Okay? Quand vous utilisez les cubes, c'est tout au même endroit. Fait que même si j'utilise cette carte-là pour les cubes, ce qu'on appelle le command, je peux crisser 3 cubes à une place ou je peux enlever 3 cubes à une place. Vous pouvez mettre moins de cubes ou enlever moins de cubes que la valeur de la carte. Ce qui est déjà pour bien du monde un non-sens. Vous dire, mais Chris, pourquoi je voudrais faire ça? Ben, vous êtes limité physiquement. Vous avez juste 17 cubes en tout. Fait que first, ça se peut que vous n'ayez plus. Mais surtout, là, vous allez comprendre, mais si je décide, par exemple, je suis l'Américain, je décide de jouer cette carte-là, puis admettons pour bluffer ou parce que c'est vrai, je décide de venir colisser 3 cubes dans le battleground politique de Cuba. Pour chaque cube au-delà du premier que vous crissez dans une place, vous allez venir augmenter la track de DEFCON en conséquence. Alors ça, c'est le battleground politique de Cuba. Je vais venir augmenter la DEFCON track politique. Seule la rondelle américaine, je vais l'augmenter de 2 cases parce que j'ai mis 2 cubes au-delà du premier. OK? Fait que c'est. En tout cas, vous allez comprendre les conséquences de tout ça. À l'inverse, quand on essaye de calmer le jeu, si vous enlevez des cubes d'une place, ben c'est le même principe. Au-delà du premier cube que vous enlevez, vous allez descendre votre rondelle d'autant de cases. Fait que si, mettons, dans une situation comme ça, si j'avais joué cette carte-là, puis j'avais enlevé mes 3 cubes de Cuba, j'aurais descendu ça de 2. 2 cubes au-delà du premier. Si vous ajoutez un cube, vous enlevez un cube d'une place, il ne se passe rien au niveau des tracks de DEFCON. Alors, vous allez le faire. À un moment donné, vous allez être obligé de le faire, ne serait-ce que pour regagner vos cubes, mais plus probablement pour essayer de descendre vos tracks de DEFCON. Là, vous allez comprendre pourquoi. C'est beaucoup plus facile de faire sauter la planète dans ce jeu-là que dans Twilight Struggle. Pardon. OK. Si vous jouez une carte de l'adversaire dans la pure tradition des card-driven games, mais quoi que c'est un petit peu différent, vous la montrez d'abord à votre adversaire, et vous lui dites, veux-tu faire l'événement là? Votre adversaire peut choisir oui ou non, il veut faire l'événement. Après qu'il a pris, bon, s'il fait l'événement, il fait l'événement comme si c'était lui qui avait joué la carte, un classique. Si ça ne l'intéresse pas, ben, ou que ça l'intéresse ou non, il vous redonne la carte après. Puis vous, évidemment, vous faites la portion cube, la portion commande de l'événement. Fait qu'il n'y a pas d'histoire, je fais mes choses avant, je fais mes choses après. Si l'adversaire veut jouer son événement, il va toujours le jouer avant dans ce jeu-là, avant que vous placiez vos cubes. Fait qu'on alterne comme ça, puis généralement, dans la première ronde, c'est relativement relax. À partir de la deuxième puis de la troisième ronde, ça commence à se corser en calice à cause des tracks de DEFCON. Puis quand on joue les événements, ben, c'est un classique encore là, les événements vont vous permettre de contourner. Vous suivez les instructions de l'événement, mais tu sais, ce fameux événement-là de Scramble vous permet de placer un cube d'influence dans 3 battlegrounds différents. Ce que vous ne pouvez pas faire normalement quand vous décidez d'utiliser les cubes, même s'il y a 3 cubes sur la carte. Fait que ça vous permet de vous répandre, ça vous permet de bluffer peut-être un petit peu plus. Si l'événement a le symbole de DEFCON ici, ça veut dire que, bon, par exemple, ça dit là, si le US est plus haut sur la track de Military DEFCON que l'Américain peut placer jusqu'à 3 cubes d'influence au total dans un ou les deux battlegrounds de Cuba. Le petit signe ici de DEFCON veut dire que, étant donné que ça me dit que je peux placer jusqu'à 3 cubes d'influence, je vais aussi faire bouger les rondelles sur les DEFCON tracks si je place plus qu'un cube à une place. Fait que ça me dit sur les deux battlegrounds de Cuba. Fait que si je décide d'en placer un sur chaque, il n'y a, pas de problème, en fait. Il n'y a pas d'impact additionnel. Si je décide d'en placer un ici, puis deux ici, ben là, je n'ai placé plus qu'un sur le Military Battleground de Cuba. Fait que là, à ce moment-là, ma rondelle monterait de 1 sur la traque militaire de DEFCON. S'il n'y a pas ce petit symbole-là, puis que ça dit que vous placez des cubes et vous vous colissez d'augmenter le DEFCON. À la fin de la ronde, il va rester une carte à chaque joueur. Cette carte-là s'en va face cachée dans une pile qu'on appelle l'Aftermath, puis on va y revenir plus tard. Pour l'instant, retenez que, dans la mesure du possible, mais c'est tough en crise, c'est préférable de mettre une carte neutre ou une carte de votre faction là-dessus. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, on arrive ici, ce qu'on appelle le World Opinion Bonus. C'est les 3 espèces de space mauve ici, là.
Puis je rappelle que ces deux-là n'ont pas de carte d'agenda associée. Fait que pourquoi le Christ que je voudrais aller là-bas? Ben, vous allez comprendre. À la fin de la ronde, comme ça, le joueur si quelqu'un a une majorité de cubes ici, il peut faire l'action qui est là, il peut augmenter ou diminuer une de ses tracks DEFCON de 1. Donc, soit qu'il augmente sa rondelle sur une track de DEFCON ou il descend sa rondelle sur une track de DEFCON. Le joueur qui a l'avantage ici ramasse la personal letter. S'il l'avait déjà, ça ne crisse rien. Puis ça, je rappelle qu'il y a une carte d'agenda aussi dont le but à la fin est d'être majoritaire dans cette espèce de choses-là. La personal letter peut aussi être dépensée en cours de tour, c'est rare en hostie qu'on voit ça, pour augmenter la valeur de command d'une carte de 1. Fait en jouant une carte, par exemple, je pourrais jouer cette carte-là, puis je pourrais dire, hey, je suis vraiment mal pris, esti, fait que je flobe la personal letter, puis là, cette carte-là qui a déjà 2 cubes, je fais comme si elle avait 3 cubes. Puis la personne qui est majoritaire ici, elle peut piger la carte du dessus du deck, la regarder, puis décider si elle veut la crisser sur la pile de l'aftermath qui est ici ou la défausser. Évidemment, si je suis l'Américain, j'appuie, je vois que c'est une carte soviète, je vais en crisser aux poubelles. Si je vois que c'est une carte neutre ou une carte américaine, je vais la crisser sur la pile pour que mon adversaire se dise ah non, Asti, là, il est en train de prendre les devants ici. Ensuite, on résout les agendas. Les cartes d'agenda sont assez claires. C'est écrit là-dessus qu'est-ce que vous voulez faire. Mais en gros, vous essayez d'être majoritaire, vous essayez d'être en avant sur ce que vous avez sélectionné au final. Mais là, c'est important de comprendre que l'agenda que vous avez sélectionné, vous n'avez pas juste les cadeaux si c'est vous qui êtes majoritaire. Si c'est votre adversaire qui est majoritaire, c'est lui qui a les cadeaux. Fait que si par exemple, prendre un exemple ça serait assez cave, c'est rare, ça arrive, mais des fois on est mal pris, comme je disais, puis ça arrive. Fait que si, admettons, comme Américain, j'ai effectivement décidé de garder le truc là, du battleground politique de Cuba comme mon agenda. Puis si je voulais tellement bluffer Esti qu'à un moment donné, je l'ai échappé, puis c'est le Soviet qui domine ici, ben c'est le Soviet qui va recevoir les cadeaux qu'il y a sur la carte. Donc les deux agendas qui ont été conservés par les joueurs, on regarde qui est majoritaire si c'est un battleground, ou on regarde qui est en avant si c'est une track de DEFCON. Fait que c'est fucké. Fait que si c'est une track de DEFCON, vous voulez être en avant de votre adversaire. Qui dit en avant de votre adversaire dit plus proche de perdre la game, comme on va le voir, puis de faire sauter la planète. Fait que ça représente très bien là, le bras de fer qui est en train de se dérouler, puis de dire si j'essaye de montrer que je pisse plus loin que toi ou que mon papa est plus fort que le tien, là, mais sans trop exagérer, là, parce que si vous exagérez, vous allez tout perdre. Là. Puis non seulement ça, mais les cartes, pour revenir dans mes affaires d'agenda, sur toutes les cartes d'agenda de track de DEFCON, c'est écrit, bon, avant même de savoir là, qui l'emporte, on escalade toutes les DEFCON markers sur cette track-là qui sont dans l'Area 2. Fait que, par exemple, je suis l'Américain, j'avais effectivement choisi ça. Mon marqueur à moi était ici, le Soviet était ici. Ça dit Escalate all DEFCON markers dans la Military Track, qui est dans la zone DEFCON 2 d'une step. Alors avant de scorer, je m'éloigne. Ce qui est bon, je vais faire plus de points parce que ces cartes-là, plus vous êtes majoritaire sur votre adversaire, plus vous faites de points. Mais dans le cas des tracks de DEFCON, plus je suis majoritaire, plus ça veut dire que je suis haut, plus je suis à risque de faire sauter le monde. Puis si je suis très majoritaire dans un battleground, ça veut dire que je suis concentré là parce qu'encore là, j'ai 17 cubes max. Fait que si j'en ai 5 qui est le maximum dans un battleground, il m'en reste pas beaucoup pour le reste. Là. Puis enfin, on y arrive, ça dit check for nuclear war. Fait que là, à ce stade-ci, et seulement à ce stade-ci, en cours de ronde, si ces marqueurs-là peuvent se promener, mais à ce stade-ci, là, où est-ce que c'est écrit check for nuclear war, si un joueur a une de ces rondelles dans la zone de DEFCON 1, il perd la game, peu importe le fucking prestige. Ou si un joueur a ses 3 rondelles dans la zone de DEFCON 2, il perd la game aussi. Alors, vous pouvez être tamanché de même, mettons, comme Américain, puis vous êtes encore correct. Là. Mais calvaire, il fait chaud en esti. Là, je répète, au début de la prochaine ronde, la première affaire qu'on fait, on augmente toutes les crises de track de DEFCON. Fait que là, vous allez vous ramasser comme ça. Fait que des fois, vous allez passer une ronde au complet si juste enlever des cubes.
Mais en même temps, vous essayez de dominer votre calice de patente pour faire aller gagner du prestige. Parce qu'à la fin de la game, au bout de la troisième ronde, si personne n'a fait sauter la planète, c'est le joueur qui a le plus de prestige qui gagne. Si le prestige est à zéro, c'est le joueur qui a la lettre personnelle qui gagne. Et qu'en est-il de ce style d'aftermath-là, quand on arrive à la fin, c'est le gros A ici, c'est l'espèce de final scoring, où est-ce que là, on va tout simplement prendre ce deck-là, on s'en calisse de qui a mis de quoi dessus. On va prendre ce deck-là, puis les cartes neutres, on s'en crisse. Et on va mettre les cartes américaines d'un bord, les cartes soviétiques de l'autre bord. On va compter le nombre de cubes sur chacune des deux piles, américaine ou soviétique. Si un joueur a plus de cubes que l'autre, ça lui donne 2 de prestige. Puis 2 de prestige dans ce jeu-là, c'est pas 2 VP dans Twilight Struggle. 2 VP dans Twilight Struggle, c'est relativement une peanut, là. Mais 2 de prestige dans ce jeu-là, c'est gros en crise. Ça fait la différence entre la victoire et la défaite presque assurément, là. Et votre marqueur de prestige va zigner de même un peu, là, mais tu sais, maximum plus 5 ou moins 5. Excusez-la encore. Alors, c'est ça. Là, je viens de vous faire un asti teach accéléré. Il y a d'autres petites subtilités, mais honnêtement, on a pas mal tout couvert. Là, c'est un survol des règles. Ça vous donne une idée. Puis là, je vais pouvoir resetter mon timer esti, dans mon prochain vidéo où est-ce que je vais vous dire ce que je pense de ce jeu-là. On va peut-être revenir sur certaines mécaniques, pourquoi je trouve ça intéressant, pas intéressant, ou peu importe. Je vous vendrai pas le punch tout de suite. Mais c'était l'intro et le survol des règles de 13 Days. Manquez pas le prochain vidéo dans la playlist pour mon opinion. À plus!